Ah là là. Il y a une chute. Oh, mauvaise chute. Le 118, je crois que c'est Vinokourov. Hein. Oui, c'est ça. C'est bien Alexandre Vinokourov qui découvre pour la première fois le Tour des Flandres. Coureur très prometteur. Qui vient de... Oh, il y a eu plusieurs coureurs qui ont été touchés. Alexandre Vinokourov, coureur très prometteur qui vient de rejoindre la formation Casino de Vincent Lavenu. Vincent Lavenu qui a toujours su très habilement, on l'a vu avec Kaspoutis, avec Kirsipou, qui a su toujours très habilement recruter dans les nouvelles républiques de l'Est. On revoit le ralenti. Ah oui, Vinokourov, c'est lui qui tombe. Je crois qu'il est marqué russe. Ici, il me semblait qu'il était kazakh parce qu'il a été formé l'année dernière à l'EC Saint-Étienne, qui est quelque sorte le réservoir de l'équipe Casino. Bon, pas trop de mal, j'espère, pour Vinokourov. Si ce n'est que ça a peut-être entraîné la chute d'autres coureurs encore à l'arrière. Frédéric Guédon, le Français, toujours seul en tête. Bon, attention, là, au moment où il y a la prise, justement, là, le peloton est exposé au vent. Il y a une accélération. Regardez le vent avec le drapeau sur la gauche de l'écran. Donc les coureurs maintenant vont avoir le vent plutôt trois quarts favorable. C'est aussi dangereux que trois quarts face pratiquement. Ah, il y a une course d'observation, une course tactique assez impressionnante. 52 secondes d'avance pour Frédéric Guédon. Le voici Frédéric. 52 secondes. Les favoris vont être obligés de faire rouler derrière pour revenir sur lui. Nous sommes sur un secteur pavé et Frédéric Guédon se dirige vers l'Eckenberg. L'Eckenberg qui est le 11e mont à escalader aujourd'hui. Le sommet du Eckenberg sera, nous y sommes, voilà, 44 km de l'arrivée au sommet, 5,12 de dénivellation moyenne et alors là, il y a beaucoup de pavés, Bernard. Hein. Oui, il y a beaucoup de pavés. Il y a des passages sur le haut. Il y a des petites pointes de goudron. Et en plus, les pavés continueront après le sommet. Mais là, pour l'instant, il y a très peu de passages. Vous voyez que les passages sont très sales, sont très mauvais. C'est moins difficile de passer ici que sur les pavés, mais le risque de crevaison est beaucoup plus important ici. On peut l'emprunter comme Frédéric ici, lorsque l'on est tout seul, parce qu'on a le choix de son passage en peloton. Ça devient beaucoup plus difficile. Voilà, il va aller à gauche là parce qu'il y a un petit morceau de goudron. Voilà. Enfin, il y avait un petit morceau de partie asphaltée qui est à moitié détruite. Frédéric Guédon qui confirme le très bon début de saison de la Française des Jeux, deuxième de 1900 MO, vainqueur d'étape avec Magnin au Critérium International. Incontestablement, Marc Madiot, durant l'hiver, avec son frère Yvon, avec Alain Galopin, ont préparé leurs coureurs en fonction, 50 km de l'arrivée, en fonction de cette grande campagne de classique. Oui, je crois qu'il y a en fait une petite différence entre le relevé kilométrique qui nous a été donné et la réalité du terrain, car les organisateurs annonçaient le sommet du Eckenberg à 44 km de l'arrivée. En fait, on vient de voir le panneau 50, donc obligatoirement, ce n'est pas 44, mais plutôt 48, 49. Moi, ma feuille dit 48. Alors. Ouais. Les avis de l'organisation divergent énormément. Rolf Sorensen en tête de ce groupe. Rolf Sorensen qui est fort. Il est venu défendre son titre. Rolf Sorensen qui ne s'est pas fait beaucoup d'amis dans le peloton, il faut le dire, depuis le début de l'année. À l'occasion des incidents qui ont lieu à Tirreno Adriatico. On se souvient que les routes étaient dans un état épouvantable, qu'il y avait eu plusieurs coureurs blessés sur chute. La plupart des coureurs voulaient presque arrêter ou arriver regroupés et ne pas prendre de risques. Et Sorensen avait déclenché, en fait, avait été à l'initiative de la constitution d'un groupe d'une cinquantaine de coureurs. On peut dire que humainement et professionnellement, ce jour-là, Sorensen a eu tout faux. Ah oui, en plus il a eu tout faux parce qu'il n'avait pas d'équipier avec lui. Hein. Ouais. Il a pris le maillot et il l'a perdu. 59 secondes. Frédéric Guédon qui approche de la minute. Frédéric Guédon qui est né le 14 octobre 1971 à Saint-Main-le-Grand. Il aura donc 27 ans à la fin de l'année. 26 ans et demi, coureur très longiligne. 1m85, 72 kg, vainqueur bien sûr de Paris-Roubaix l'an dernier. Professionnel en 1995.
Il était chez les Italiens de Polti en 96, auparavant au groupement. Et depuis début 97, il appartient à l'équipe La Française des Jeux. Il avait terminé, on s'en souvient, 14e de Paris-Roubaix 96. Et ce jour-là, Marc Madiot s'était dit, ce garçon-là peut gagner un jour Paris-Roubaix. Eh bien, l'année d'après, il a réussi. Voilà, le groupe très étiré. Tout le monde prend un petit peu de risque, hein, parce que tout le monde passe sur le bas-côté. Giorgine Capi. Tout le monde prend un petit peu de risque, mais c'est normal, parce que sur les pavés, les coureurs seraient immédiatement lâchés. Emmanuel Magnin en 3e position. Il est toujours parmi les premiers, Emmanuel Magnin. Nous sommes juste après le sommet de l'Eckenberg. Il y a encore quelques pavés pendant 200-300 mètres. Et après, nous allons retrouver une très belle route. On va pouvoir recenser ce groupe. Dans lequel figure... Alors Stefanello est tombé tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est reparti. Nous n'avons pas eu d'informations particulières concernant Stefanello. On sait par contre que dans ce groupe, il y a Magnin, il y a Moncassin, il y a Barthes. Devant, il y a Frédéric moto Guédon. arrêtée, là, c'est dangereux. Quelle erreur, moto de la police là, qui s'est arrêtée. Ouais. Comme le vent vient de la droite, les coureurs essayent toujours de se mettre à gauche de leurs prédécesseurs. André Schmil est encore là. Attaque d'un coureur de Rabobank. Si c'est Sorensen, c'est... Je pense que c'est Sorensen. Hein, mais il y a beaucoup d'attaques quand même. Il en fait beaucoup. Hein. Oui. Là, pour gagner des courses, il faut savoir rester caché le plus longtemps possible sans s'exposer. Sans s'exposer ni aux efforts, ni aux pièges tendus par les adversaires qui eux sont devant. Mais là, il en fait un petit peu quand même. Hein, il est souvent devant. Alors, cette image nous permet de voir Sorensen, Zanini, juste derrière, André Schmil, Emmanuel Magnin. Voici la voiture de l'équipe ASICS. L'équipe ASICS, c'est bien sûr l'équipe de Michele Bartoli. Attaque du Danois Jesper Skiby. C'est l'un des nouveaux maillots de ce peloton. Team Home Jack and Jones. Que se passe-t-il? Voilà. Ouh, c'est Johan Museau. Non, c'est Ballerini. Oui, c'est Ballerini. Hein. C'est Ballerini. Oui, c'est Ballerini. Alors, on va regarder Jesper Skiby ici parce que nous n'avons pas reconnu avec les nouveaux maillots. Voilà. Donc voilà Jesper Skiby. Des allures très différentes. Ballerini a crevé. Un excellent rouleur aussi, Jesper Skiby. S'il n'y a pas de réaction derrière, ce sera bon pour Guédon. Voilà l'une des nouvelles équipes du peloton. Équipe danoise, c'est la première équipe danoise de l'histoire. Team Home Jack and Jones, ce sont des vêtements en fait. Les Danois qui se sont pris de passion pour le cyclisme depuis 1996, depuis bien sûr la victoire de Pierre Norris dans le Tour de France. Aux audiences records à la télévision, 2 équipes professionnelles dont une en première division, Team Home Jack and Jones, dirigée par Alex Pedersen. Dans cette équipe, il y a notamment Brian Holm, il y a Danny Nielsen, le Hollandais. Une bonne équipe. Alors, la course est en train de se faire là. Alors, voici Mark Wouters qui est en première position. Alors derrière Wouters, il y a Fabrizio Guidi. Plus de plaque de cadre, hein, Guidi. Il a peut-être eu Stuart O'Grady. Un pépin. Stuart O'Grady, si la caméra pouvait continuer. C'est ça qu'on peut regretter, Bernard, c'est que la caméra ne donne pas la composition complète de ces groupes. Oh là là, ça roule très très vite, on voit le peloton très allongé à l'arrière. Mark Wouters qui était il y a un instant en tête, qui se retrouve maintenant derrière. Juste devant lui, il y a Andrea Tafi qui a fait beaucoup d'efforts.
Lars Mikkelsen avec le dossard 67, le Danois. Le voici Lars Mikkelsen, protégé d'Alain Galopin. Voici Mark Wouters. Le 26 de la Mapei, c'est Wilfried Peters. C'est Frédéric Moncassin qu'on a vu là-bas. Voici Fabrizio Guidi. Skibi a été rejoint. Skibi a été rejoint. Le 168 de la Polti, c'est Salvato. Mark Wouters, on vous l'a dit. Il y a un coureur d'équipe Cofidis qui se trouve là, c'est Christophe Capel. On n'en parle pas beaucoup, mais il est là, Capel. Oui, c'est bien caché, lui, il a très bien couru. Hein. Et à tel point, je ne l'avais pas cité tout à l'heure. Parce qu'on ne l'avait pas vu, tout simplement. Nous ne l'avions pas encore vu. Très très bien vu de la part de Capel, qui n'a pas fait d'effort, qui ne s'est pas montré jusque-là. Alors qu'un autre coureur n'a pas eu le temps de l'apercevoir. Ça peut être dangereux. Viens voir là. Avec reviens ici, lui dit-il. C'est Guidi qui rappelle. Oui, parce qu'il a pris un relais un peu trop important et ça ne sert à rien. Voilà Wilfried Peters. Si Wilfried Peters se roule. Capel. Voilà Christophe Capel, le Picard, vainqueur de la dernière étape de Paris-Nice. Vous vous souvenez de ce sprint formidable où il avait devancé Tom Stills qui n'est pas au départ aujourd'hui. Voilà la moto qui va remonter. Là, vous êtes véritablement au corps de la course. Là, vous remontez avec le caméraman. Il faut dire que pour le réalisateur, la tâche n'est pas facile car il y a des coureurs éparpillés un peu partout. Le voici revenu sur Skibi. Devant, hein. Oui, c'est ça. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas 15 motos, images bien sûr. Donc il faut que le réalisateur puisse jongler. Et comme il y a beaucoup de groupes, beaucoup de cassures, c'est probablement ça la difficulté pour lui de mettre en image ce Tour des Flandres. Avec Jesper Skibi, qui est un excellent spécialiste du contre-la-montre, vainqueur d'étape sur le Tour de France, on s'en souvient, à Évreux. Et puis voici Frédéric Guédon. 40 secondes d'écart, la meilleure chose qu'il pourrait arriver à Frédéric Guédon, ce serait bien sûr que lui continue à rouler sans se relever et que Skibi fasse un gros effort pour revenir sur lui. Il faudrait pour cela aussi que la bagarre s'arrête un peu à l'arrière, que Guédon puisse ralentir un petit peu. On dirait qu'il pleut, la journée, non? On a l'impression que la route est un peu mouillée. Non, on ne voit pas de gouttes sur la caméra. Tout à l'heure, il pleuvait beaucoup. À Merbeck-Ninov, où sera jugé tout à l'heure l'arrivée. Et puis l'averse s'est arrêtée. Et il y a de nouveau un rayon de soleil. Mais la chaussée est mouillée sur la longue ligne droite qui conduira à la ligne d'arrivée. Nous venons de voir le 168, c'est Christian Salvato. Ah, c'est ça la difficulté, regardez, il y a des cassures en permanence. Moncassin, Barthes, Capel, Magnien, Guédon qui est devant. Beaucoup de Français sont encore dans le jeu, alors que nous sommes à moins de 60 km de l'arrivée. Le prochain mont à escalader, ce sera Berendries. On peut même dire moins de 50 km de l'arrivée. Voilà André Hitchmill qui se décontracte. Il y a des cassures en permanence, voilà André Hitchmill. C'est une course qui pour le moment est très très difficile à gérer. Oh là, oui, effectivement. Parce qu'on ne sait jamais bien qui on doit surveiller, oula, il y a du vent qui vient de la droite là. Il y a un éventail avec une bordure derrière. Alors, qui va faire l'effort dans cet éventail? Ce sont les coureurs d'Asics. Asics, c'est-à-dire les coéquipiers de Bartoli. Ben voilà la réponse. 43 km de l'arrivée. Enfin, presque 43. C'est-à-dire que les coureurs vont arriver à 16h, 16h50, entre 16h45 et 16h50. André Hitchmill. Il est vigilant, Hitchmill. Et souvent vers l'avant, peut-être un petit peu trop à l'avant, mais Hitchmill, c'est l'un des grands favoris. Il ne peut pas se permettre de rester trop à l'arrière, sinon il y aura des cassures. Il y aura des attaques à l'avant, il ne sera pas représenté. Il y aura un effort à faire pour revenir, mais il est obligé de courir comme cela.
D'ailleurs, on peut lui faire confiance de toute façon, parce que ce qui est de la science de la course, Schmil, lui, il connaît. Il reste à escalader les monts suivants: Berendries, Ten Bosch, le fameux mur de Grammont et bien sûr le Bosberg. Les coureurs devront encore également franchir 2 secteurs pavés. Prochain mont, je vous l'ai dit, Berendries. Voilà Jesper Kibbe, dont on a vu qu'il avait terminé à 3 reprises parmi les 10 premiers du Tour des Flandres. Saïko Petito, Roberto Petito. Juste derrière lui, Bruno Boscardin, qui fait un bon Tour des Flandres. Johan Museeuw, il porte le dossard 25. Le 2, c'est Léon Van Born. Mirko Celestino de la Polti 163. Il y a Bartoli aussi, hein, qui est toujours dans la roue de Museeuw. Ah oui, Michele Bartoli. Toujours là. Et Kimov aussi est là, hein, avec son maillot de champion de Russie. Là. Il y a le maillot blanc, blanc, bleu et avec un liseré rouge. Vincenslav Kimov. Et Manu Magnin, c'est là qui est troisième, là, deuxième. Ouais, Magnin est en excellente position, hein, avec Frédéric Guédon qui fait le travail à l'avant. « 15 secondes entre Guédon et Skibby. Il y avait tout à l'heure 40 secondes, c'est qui prouve la qualité et l'intensité de l'effort du Danois Jesper Skibby. Et voici le groupe dans ce virage. Je crois que c'est Moncassin qui a coupé. Il y en a un qui a coupé, vous avez à l'intérieur. Je pense que c'est Frédéric Moncassin. Il y a encore des coureurs de Cofidis. Ah, un homme est sorti du peloton. Alors rappelons qu'il y a devant Guédon, Frédéric Guédon, juste derrière le Danois Jesper Skibby, et donc il y a eu de nouveau des attaques. Voilà, Guédon à 15 secondes Skibby, à 45 secondes un peloton dont vient de s'échapper Léo Van Born. Van Born se retourne. Qui voit-il arriver? Un autre coureur seul. À force de sortir un par un, ça va finir par faire une belle petite échappée. Ce sont des bons coureurs. Léo Van Born, le Hollandais. Eh ben, c'est Tafi, l'inévitable Tafi. Ah, lui, c'est Il aura fait une incroyable. sacrée course aujourd'hui, hein, Tafi, parce qu'il a souvent roulé. Il a souvent. Tout à l'heure, il y a une trentaine de kilomètres, juste après que nous ayons pris l'antenne, nous l'avons vu souvent à l'œuvre. Hein. Il voulait absolument lancer la course. Apparemment, d'autres coureurs de son équipe n'étaient pas tout à fait de cet avis. Il y a un écart assez conséquent déjà. Andrea Tafi qui a déjà gagné le Tour de Lombardie, qui a déjà gagné Paris-Bruxelles, qui a gagné le Grand Prix de Fourmies. C'est un très très bon coureur, cet Andrea Tafi, dans une équipe constellée de leaders et d'étoiles. Et là, pour l'instant, Tafi, mais il va rouler parce que son travail, aussi bien pour lui-même que pour son équipe, c'est surtout de revenir sur la tête de la course, de représenter l'équipe Mapei sur la tête de la course. Après, lorsque si les 4 hommes se rejoignent, il faudra voir parce que les tactiques à ce moment-là vont peut-être changer. Peut-être qu'ils vont changer d'idée, qu'ils vont moins rouler ou au contraire, qu'ils vont continuer à collaborer, on ne sait pas bien, mais... Alors en ce qui concerne l'équipe Mapei, qui est considérée actuellement comme l'équipe la plus puissante du monde, au moins pour ce qui concerne les coupes du monde, les grandes classiques, eh bien on s'interroge sur l'avenir de l'équipe Mapei dans le peloton professionnel. Et c'est à la fin du mois d'avril que le docteur Skunzi, qui est le patron de la Mapei, qui est une société spécialisée dans les résines chimiques, une société italienne, c'est à la fin du mois d'avril que le docteur Skunzi fera connaître sa position. La Mapei, qui est dans les pelotons depuis 5 ans, continuera-t-elle ou pas à figurer l'an prochain parmi les groupes professionnels? Réponse donc dans une vingtaine de jours, au terme en fait
de la campagne des classiques de printemps. D'où l'importance pour Patrick Lefeuvert et ses coureurs de réussir cette campagne de classiques. Les nouveaux écarts, 11 secondes, Guédon Skibi, 42 secondes, Léo Vandebon, Andrea Tafi. Le peloton est un peu plus loin, il doit être à peu près à 55 secondes. Ça, Léo Vandebon ne pouvait pas lui arriver mieux. C'est véritablement, chaque coureur qui s'échappe rêve de voir arriver Andrea Tafi comme renfort, car il sait au début tout du moins, parce que une fois que Tafi sera devant, il y aura peut-être des ordres. Enfin, il peut toujours arguer que le système de communication est tombé en panne. Oui. Par exemple. On dit ça comme ça. Hein. Oui. Ce n'est pas méchant, c'est une éventualité. En tout cas, pour l'instant, si les deux hommes s'entendent bien, ils vont certainement pouvoir revenir sur Guédon et Skibi, parce que Guédon et Skibi, eux, font un effort individuel depuis un bon moment. Alors que Tafi et Vandebon, eux, sont avantagés puisqu'ils peuvent récupérer à chaque passage de relais dans les roues. L'équipe Lotto roule. André Tschmil a demandé à ses équipiers de rouler, car bien sûr, pour l'instant, eh bien, il est piégé. Le voici, André Tschmil. Il est piégé car Museo a un homme devant. Et c'est à la formation Lotto de Jean-Luc Van Den Broek, en l'occurrence à Ludo Dirkens, de faire le travail. Aussi Frédéric Guédon, seul en tête et qui dans quelques instants devrait voir arriver, alors que nous sommes tout près de Berendries, 12e mont à escalader ce jour, 7% de dénivellation moyenne. Frédéric Guédon devrait dans quelques instants voir arriver un renfort appréciable. Un coureur extrêmement généreux dans l'effort. Il s'agit bien sûr du Danois Jesper Skibi. Frédéric Guédon, ce qu'il fait aujourd'hui est intéressant dans la perspective de Gand-Wevelgem, mais surtout bien sûr de Paris-Roubaix dans une semaine. Frédéric Guédon l'an dernier a été complètement inconnu du grand public. Il a gagné Paris-Roubaix. Comme c'est un garçon discret, qui n'en fait pas trop, Frédéric Guédon, eh bien c'est un garçon, disons, dont la notoriété bien sûr a progressé, a monté, mais peut-être pas suffisamment par rapport à ce que représente une victoire comme Paris-Roubaix. Et Frédéric Guédon voudrait maintenant confirmer, franchir un palier supplémentaire. Il s'est très bien préparé. Et aujourd'hui, nous en avons l'illustration. Voilà, nous sommes dans Berendries. Alors, il n'y a pas de pavé, mais c'est dur, Berendries, Bernard. Oui, Berendries, c'est très difficile. C'est surtout difficile parce que nous sommes au 240e kilomètre. Hein. André Tschmil, regardez. Voilà, je vais dire, ça devient même tellement difficile que Tschmil trouve que ce n'est pas assez difficile, que l'allure n'est pas assez soutenue. Une moto de photographe qui n'était pas idéalement placée. Ouais, mais elle est un peu gênée par... Voilà, quelle puissance chez André Tschmil. Il s'énerve un petit peu là, Tschmil. Hein, ou alors il veut faire casser ce groupe dès maintenant parce qu'il se sent 1, 2, 3, 4, 5, 6 en difficulté. Mais je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que là il va se retrouver avec des hommes qui ont un représentant à l'avant. Ou alors il faudrait que Tschmil, au terme de son effort, puisse revenir et sur Tafi, sur Vandebon et sur Skibi. Je ne pense pas quand même que sur la simple montée de Berendries, il réussisse vraiment à revenir. Quoique ce Berendries, hein, c'est très difficile. Oh, regardez, oh là là. Voilà, Johan Museo, André Tschmil, Peter Van Petegem. Voilà les trois hommes qui viennent de sortir. Johan Museo, André Tschmil et Peter Van Petegem. Voici Michele Bartoli qui revient. Et je pense que c'est Emmanuel Magnien qui est derrière. Vous avez vu, voilà Michele Bartoli qui revient dans les roues. Voilà, l'accélération. Oh là là, extraordinaire ascension de Berendries. Voilà, j'espère Skibi est rejoint par Tschmil, par Museo, par Van Petegem, par Michele Bartoli. Frédéric Guédon est toujours devant, mais il y a également dans les roues Emmanuel Magnien. Nous allons donc nous retrouver avec deux coureurs français dans ce groupe, car Frédéric Guédon, bien évidemment, maintenant va se relever. Il va avoir une réaction intelligente, voyant la dimension des coureurs qui arrivent sur lui. Frédéric Guédon, a priori, devrait se relever, couper son effort et se placer dans ce groupe. La sélection a été terrible. Et nous allons nous retrouver avec deux Français dans ce groupe. Une échappée royale. Voilà Frédéric Guédon, comme je le pressentais, comme nous le pressentions. Frédéric Guédon s'est relevé, il va se caler dans les roues maintenant pour récupérer.
Il va constater qu'Emmanuel Magnin est là, ce qui est une bonne nouvelle. Et en plus, il y a dans cette échappée Scott Sunderland, l'Australien de la formation Palmans. On a vu Magnin, voici Skibi. Sorensen n'est pas là. Regardez. Ah, ça va peut-être revenir. Alors nous sommes au sommet de Berendries, moins de 40 km de l'arrivée. Nous sommes à Sint Maria Oudenov. Sint Maria Oudenov. À 37 km de l'arrivée. 37 km de l'arrivée. Il faut surtout plus moi que je regarde le conducteur qui nous a été donné ce matin, car il est archi faux. 37 km de l'arrivée sur mon itinéraire officiel, bien sûr, comme le vôtre, hein, j'en ai. Mais... Ouais. Alors, parmi les équipes piégées que l'on avait beaucoup vues, il y a Polti. Il y a les Balanes, on voit Gabriele Colombo là en deuxième position, pour l'instant il n'est pas là. Et donc Polti qui avait beaucoup travaillé pour Fabrizio Guidi et qui n'a pas de représentant dans le groupe de tête. Il y a pas de Rabobank. Non, hein, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de Rabobank. Attendez, on va regarder en détail. Emmanuel Magnin, André Schmil. Ah, il y a une petite cassure dans ce groupe. C'est Johan Museo. Eh oui, c'est voilà. Museo, Van Petegem, Guédon, Magnin, Schmil, Bartoli, Skibi, Sunderland. C'est le groupe dont nous vous avons donné la composition. C'est bien ça. Voilà, j'espère Skibi qui essaie de repartir. Deux coureurs de la Française des Jeux dans ce groupe. Deux Français. Nous les attendions, ils sont là. Emmanuel Magnin, Frédéric Guédon. Nous attendions également Johan Museo, André Schmil et Michele Bartoli. Ils sont là. C'est véritablement une échappée royale. Et nous devrions assister à un fantastique final de ce Tour des Flandres. Le ciel, vous le voyez, est toujours gris foncé. Mais la pluie ne tombe pas, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on pense aux conditions météo qu'il y avait hier. Le 71, c'est Frédéric Guédon qui était seul en tête, qui a fait beaucoup d'efforts et qui doit maintenant récupérer. Scott Sunderland, Bartoli, Schmil, Magnin, Van Petegem, le vainqueur du Edvolk, Skibi et dans sa roue, Johan Museo. Attention, il y a beaucoup de grands coureurs de classique dans cette échappée. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que cette échappée n'ira pas au bout, car il y a trop de candidats à la victoire, Bernard. Ouais, beaucoup de candidats. Il n'y a pas de Rabobank, ce qui est... Pas de Rabobank, pas de Polti. Bon mauvais signe, parce que jusque-là, les Rabobank étaient toujours présents. On ne peut pas penser qu'ils ont tous craqué d'un seul coup. Ils ont tous été pas trop bien, mais il y en a quand même beaucoup qui n'étaient pas trop bien au moment de l'attaque de Schmil. Schmil a vraiment porté une attaque fantastique, phénoménale, en montant un Berendries. Et d'ailleurs, on sent dans ce groupe, ça roule, mais les coureurs ont quand même fait un très gros effort pour suivre Schmil. Et ils songent maintenant à récupérer un petit peu. On ne parle même pas de Frédéric Guédon, hein, qui lui a absolument besoin de récupérer après sa chevauchée solitaire. Il y a un groupe qui revient. Les cartes sont maintenant dans les mains des coureurs poursuivants. Hein. Les coureurs poursuivants qui sont en train de revenir, Bernard. Ils sont juste derrière les motos, vous allez voir. Les voilà, regardez, les voilà qui apparaissent. Oui, en effet. Eh bien, les voilà, ils vont rejoindre. Nous ne parlerons pas de coup pour rien, car il y a eu beaucoup d'efforts qui ont dû être faits derrière pour revenir, et ce sont les Rabobank qui roulent, vous le voyez. Il y a Christophe Capel là, qui était très bien placé, il était en 4e position de ce groupe. Voilà, jonction, nous sommes sur un secteur pavé, à un peu plus de 30 km de l'arrivée. Des pavés que l'on qualifiera de propres, l'asphalte maintenant. Il y a un passage en pavé là, mais qui n'est pas très... Pas très difficile, d'autant plus qu'il y a une portion de goudron. On a vu Wouters, on a vu Denbacker. Alors, il faudrait recenser. Voilà. On a Fred, il est là. Voilà, Frédéric Moncassin, Dossard 92, il est là. Il était dans le deuxième groupe. Capel est là aussi. Ah, il y a du monde. Ta fille est là aussi, je pense. Oh oui, probablement. De nouveau un très grand groupe
À chaque fois, ce groupe casse. À chaque fois, il laisse quelques coureurs en chemin. Et le vent, Bernard. Ouais, toujours ce vent qui vient de la gauche, ce qui explique que tous les coureurs essayent de s'abriter en se mettant le plus à droite possible. Et 2 coureurs en ont profité pour partir, ou bon, peut-être plus même, 3. Attendez, nous allons remonter. Il y en a plus. Et il y en a même plus que ça. Je pense qu'ils sont 5. Je pense qu'ils sont 5. Et nous allons identifier ce groupe. Il y a Magnin dedans, c'est sûr. Il y a le 53, l'Italien Mori, le voici. Le 72 de la Française des Jeux, c'est Christophe Mangin. Le 23, Zanini. Donc Christophe Mangin, le 23, c'est Zanini, bien sûr. Le voici. Le 66 de la TVM, c'est Servais Knaven. Et donc, dans le deuxième groupe qui est revenu, il y avait Christophe Mangin qui était rentré dans ce groupe. Ce qui veut dire que Zanini, Mori, Knaven, Mangin et Frankie Andreu, américain. De l'US Postal, le voici Frankie. Ce qui veut dire donc que la Française des Jeux se retrouve avec 3 coureurs. Guédon, Magnin, Mangin, puisque Mangin est revenu de derrière. Ce sont des bonnes nouvelles. En plus, Mangin qui a lui aussi très bien couru parce qu'il est resté caché jusque-là. Il n'a pas fait d'effort jusque-là. Depuis le début de ce direct, c'est-à-dire depuis un peu plus de 13h50, nous vous avons cité 6 noms de coureurs français. Mangin, Magnin, Guédon, Moncassin, Vasseur et Barthes. Nous vous avons cité 6 noms et à des degrés divers, vous les avez vus tous apparaître à un moment ou à un autre dans une échappée en tête du peloton. C'est ce que l'on appelle en fait être fidèle au rendez-vous fixé. Gagner, c'est autre chose, mais être compétitif le jour J, c'est déjà pas mal. L'état d'esprit des coureurs français par rapport au Tour des Flandres a beaucoup changé. Il y a eu le forfait de Laurent Jalabert, mais il y a eu en même temps l'annonce de plusieurs prétendants à la victoire. Et toujours ces cassures, et toujours l'obligation de faire des efforts. On arrive à Brakel. Le groupe vient de recevoir du renfort. Il y a Mark Wouters qui vient de rejoindre. Il y a également Lars Mikkelsen, le Danois. Présent toute la journée aussi, Ouais, Lars Mikkelsen. très présent Mikkelsen, c'est un bon coureur. Et là, l'équipe TVM se retrouve en force dans ce groupe. Il y a 3 coureurs de TVM dans ce groupe. Et derrière, ça roule. Et j'ai l'impression que ce sont encore les lotos. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'André Schmilet, en fait, il faut qu'il soit devant, derrière. Devant pour faire exploser, on l'a vu tout à l'heure dans Merendris. Et derrière, en faisant rouler ses équipiers, quand il se fait piéger lui-même pour revenir sur les groupes de tête. On peut dire que l'équipe Loto de Jean-Luc Van Den Broek est extrêmement sollicitée dans cette course. Au bout de la rue, là, ça va être le Ten Boss. Voilà, le Ten Boss. Côte très difficile. 13e mont de la journée. Naven qui est parti là, non? Non. C'est Hoffmann. Non, c'est Van Dijk. Hendrik Van Dijk. Ah, pardon, Van Dijk. Mais l'équipe TVM est en train d'effectuer un travail de harcèlement. Elle aussi, elle est très présente, cette équipe TVM. Ouais. Nous sommes dans Ten Boss. C'est un mont entièrement asphalté, Bernard. Il y a pas de... Oui, il est entièrement asphalté, mais il y a un passage qui est très dur dans le milieu. C'est très pentu. Voici Hendrik Van Dijk. Ouh là là, ça casse très fort. J'ai l'impression qu'il y a Johan Museeuw là. C'est lui, regardez. C'est Johan Museeuw. Oui, c'est bien lui. Ouh là là, quel coup de feu. Ouh là là, regardez. Regardez cette ascension extraordinaire effectuée par Johan Museeuw. Il vient de gagner le week-end dernier les 2 semi-classiques belges, le Grand Prix E3 à Rolbeck et la Flèche Brabançonne. Il vient de faire une démonstration de force et de puissance impressionnante. Il s'est retourné, il se retrouve seul, Johan Museeuw, et il va bientôt falloir décider. Se contente-t-il de ce démarrage, obligeant les autres à rouler, à travailler derrière lui, ou décide-t-il d'y aller seul à environ 30 km de l'arrivée?
Ça paraît loin hein, parce que oui, il reste 26 km en haut du Ten Boss. Et bon, c'est assez loin, d'autant que du Ten Boss jusqu'à Grammont, il y a quelques kilomètres de route assez plate, assez facile, où un homme seul est désavantagé. Regardez. Et là, il a littéralement assommé tous ses adversaires, Johan Museeuw. C'est un immense champion, vraiment, ce Johan Museeuw. Il est actuellement, il y a Peter Van Petegem, le double vainqueur du Edvolk, qui est parti derrière lui. On se souvient, vous vous souvenez du Edvolk, nous l'avions retransmis pour la première fois sur France 3 le 28 février. Vous voyez les classes, ça c'est le palmarès en Coupe du Monde de Museeuw. Il est des coureurs activité celui qui a gagné le plus de classiques de course de Coupe du Monde, 7 au total. Regardez l'image ralentie, Bernard. C'est un démarrage en puissance. On sent une volonté, une motivation de la part de Museeuw qui est terrible, mais qui a été vraiment terrible. C'est incroyable l'écart qu'il a réussi à creuser en très peu de temps, tout en sachant que derrière lui restait encore à faire tout ce travail, tout ce chemin. Donc on peut présumer que Museeuw n'a pas mis 100% de ses moyens dans le démarrage. Il a gardé un tout petit peu pour pouvoir bien récupérer dans la descente, pour pouvoir faire la descente rapidement. Et derrière, ses adversaires ont été surclassés à l'arrière. Voilà. Je pensais que Tschmil était très très fort. Tschmil a démontré tout à l'heure de Berendries qu'il était très très fort. Mais alors là, Museeuw a vraiment... Alors Peter Van Petegem, qui était parti en contre, a été rejoint. Et nous nous retrouvons donc avec ce groupe dans lequel figurent beaucoup de Français. Capel, Magnin, Mangin, Moncassin. Et il va falloir, bien sûr, s'organiser. Voici Michele Bartoli, pour l'instant, c'est un des grands battus. Andrea Taffi qui est à côté de lui. Vous voyez, voilà Bartoli, avec le maillot Asics. Et il va falloir prendre ses responsabilités, et très très vite. On vient de voir aussi Ballerini. Voilà Michele Bartoli qui était en gros plan sur votre écran. Il va falloir vite prendre ses responsabilités parce que le trou est impressionnant. Un peu plus de 20 km de l'arrivée. Il reste à escalader le célèbre mur de Grammont. Ensuite le Bosberg et l'on file vers l'arrivée. Voici Johan Museeuw, un monument flandrien. Les gens ici vénèrent Johan Museeuw. Je crois qu'il n'est pas exagéré de dire. Il me semble que Sorensen derrière. Il me semble que Roger de Vlaming avait dit qu'il le sentait un peu démotivé. Oui. Il n'avait pas vu dans un bon moment. Oui, c'est Pierre Domenico. Que Roger est quand même encore un bon connaisseur du cyclisme. Oui. Il n'avait pas vraiment vu dans un bon moment. Sorensen, Pierre Domenico. Sorensen aussi, qui était présent presque tout le temps, sauf à deux endroits extrêmement importants. Berendries et Ten Boss. Voilà, deux poursuivants donc derrière Johan Museeuw. Et voici le groupe dans lequel figurent beaucoup de Français. 35 secondes. Ouh là là. 20 km de l'arrivée, 35 secondes. C'est pas perdu, mais il est urgent compte tenu de la forme de Museeuw. Vainqueur le week-end dernier, rappelons-le, du Grand Prix E3 et de la Flèche Brabançonne. Compte tenu de sa forme, de ce climat particulier dans lequel il évolue, chez lui, au cœur des Flandres, tout près de son domicile de Gistel, compte tenu également de son ambition, de sa volonté et de ce que représente pour un coureur flandrien le Tour des Flandres. Je sais que certains trouveront peut-être la comparaison un peu osée, mais pour un coureur flandrien... Le démarrage de Tschmil. Et Bartoli derrière. Pour un coureur flandrien, gagner le Tour des Flandres, c'est aussi important que le Tour de France. Ne peut pas y aller. Bartoli va devoir faire un gros effort. Ouais. Manu Magnin n'est pas très loin. Voilà Manu Magnin qui est là, dans la route de Van Petegem. Et là, on a laissé prendre un peu trop de terrain. Ouais, Bartoli n'a pas pu y aller, vous avez vu. Mangin est là. Alors là, ça va être une bagarre extraordinaire si Tschmil peut arriver à s'extirper du peloton et n'a plus à prendre en chasse, prendre en main la poursuite. Ballerini. Voilà Bartoli.
Voilà, Zanini doit y aller à son tour, hein, mais il est allé un petit peu tard. Là, pour revenir sur Schmil, sur ce qu'a démontré Schmil tout à l'heure dans Berendries, ce sera difficile de rejoindre Schmil. Et si Zanini a le... Oh, pardon, ici c'est Musseux, je disais ici c'était tout à l'heure. On va y revenir. Voilà, Johan Museeuw, l'homme de tête. Rappelons que Johan Museeuw a attaqué seul dans l'ascension du 13e monde de ce Tour des Flandres, Ten Bosch. Johan Museeuw qui est parti seul. Dernier écart, 35 secondes d'avance pour le double vainqueur de la Coupe du Monde, double vainqueur du Tour des Flandres. Cette vue d'hélicoptère vous permet de mesurer les écarts. La course n'est pas finie. Johan Museeuw n'a pas gagné ce Tour des Flandres, mais il faut très vite s'organiser derrière. André Schmil est là au bas de votre écran avec dans sa roue un équipier de Museeuw. Il s'agit bien sûr de Stefano Zanini. Donc André Schmil de la formation Lotto. Zanini dans sa roue qui bien sûr ne prendra aucun relais. Il fait la course d'équipe. C'est Ballerini. Ouais, c'est Ballerini. Il a fait un effort extraordinaire aussi pour revenir à la Ballerini. Pourquoi on a cru que c'était Zanini? On a vu Zanini à un moment. Ballerini est revenu encore. C'était Ballerini, c'est parce qu'on n'avait pas très bien vu hein, le poursuivant. Nous étions un peu engagés rapidement. Voilà Franco Ballerini, le vainqueur de Paris-Roubaix. Une fois deuxième derrière Duclos Lassalle, vous en souvenez. Et bien sûr, vainqueur ensuite. Ouais, là, Schmil est vraiment dans une position inconfortable. Il a Museeuw à 30 secondes devant et Ballerini dans la roue. C'est vraiment la pire des situations qui puisse lui arriver. Et derrière, donc le groupe à 36 secondes, ça augmente. Et derrière le groupe, où figurent Emmanuel Magnien, Frédéric Guédon, Christophe Mangin, Frédéric Moncassin, Christophe Capel. Quelle va être la réaction de ce groupe? Un nouveau contre qui vient de se développer avec Martin Denbacker. Ah, ça, pour Schmil, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un groupe de 4 poursuivants. Mais les autres vont revenir et la route est mouillée. Voilà. Il a plu à cet endroit. La chaussée est mouillée. Enfin, mouillée à certains endroits d'ailleurs. Là, elle n'est plus mouillée. Là, c'était Knaven qui l'accompagnait. C'est assez bon pour Museeuw, hein, parce qu'il va y avoir un ralentissement. Attention, là, il va y avoir une contre-attaque. Puisque ça ralentit, voilà. C'est Sorensen. On va attendre et de nouveau, c'est Christophe Capel. Très bien placé. Et Eric Zabel. Lui aussi, c'était bien caché. Hein. On ne l'a pas vu de la journée. Pas vu jusque-là. On ne l'a pas vu de la journée, mais il est là. Il y a un fort vent de côté, apparemment. Voilà, Johan Museeuw, seul en tête pour l'instant. « 47 secondes. 47 secondes. « 47 secondes d'avance pour Johan Museeuw sur ce groupe. Avec une nouvelle attaque. Il n'y a pas d'organisation franche dans ce groupe. Ce sont des attaques les unes après les autres, mais c'est que ce système, en principe, ne marche pas tellement. Pour revenir sur un homme seul, on lui reprend un petit peu de terrain sur le coup, puis après, le peloton en repère. Il n'y a pas d'organisation, peut-être parce qu'il n'y a plus vraiment d'équipiers, il n'y a plus que des leaders, il n'y a plus que l'équipe Polti. Et ce dont profite un coureur de l'équipe Seiko. Alors que devant, Museeuw, lui, n'a pas ses problèmes à régler. Il a simplement à régler son problème personnel, gérer sa course personnelle. Regardez ses résultats dans le Tour des Flandres, c'est impressionnant. Deuxième, 14e, premier, deuxième, premier, troisième et 13e l'an dernier. On se souvient que Johan Museeuw avait terminé 13e l'an dernier. Il avait été victime d'un accrochage avec Bruno Boscarbin dans le mur de Gramont. Il était déjà très fort l'an dernier. Il avait finalement terminé 13e. On a vu un coureur de l'équipe Seiko qui est parti en compte. Il s'agit de Massimiliano Mori. Pas d'organisation. Les hommes de la TVM, tout de suite suivis par un coureur de la Mapei.
problème aussi. Hein. Cette équipe Mapei, il y a beaucoup d'éléments. Et dès qu'un coureur fait faire un effort pour partir, il y a toujours un homme de la Mapei pour s'en occuper. Ici, en l'occurrence, c'était Wilfried Peters, qui est l'un des meilleurs copains de Musseux, en plus. Et on procède par attaque et contre-attaque. Là, on change un petit peu hein, par rapport au parcours précédent. Avant, nous ne passions pas ici. Maintenant, on passe au-dessus du pont de chemin de fer. Nous allons traverser la ville de Gramont par des rues piétonnes. C'est très joli, mais il y a des ralentisseurs là pour les coureurs. Ça secoue un petit peu. Hein, c'est pas très bien. Hop là, il en a passé un déjà. Et derrière, dans le groupe des poursuivants, des attaques, vous le voyez, mais il n'y a pas de chasse organisée véritablement. Ce qui bien sûr fait l'affaire de Johan Museeuw, qui quand il le veut, peut être un excellent spécialiste du contre-la-montre. Il a déjà gagné dans des courses par étapes d'une semaine, style 4 jours de Dunkerque. Il a déjà gagné des étapes contre-la-montre quand il le fallait, pour aller ou consolider ou décrocher une première place. Voici le célèbre mur, 9% de nivellation moyenne, un passage à 20%, le célèbre mur de Gramont. Les coureurs passeront 57 secondes. Le mur de Gramont, 57 secondes. Voici l'église. Il ne faut surtout pas s'affoler trop au pied. Au bas, il faut essayer d'arriver en bonne condition, c'est-à-dire ne pas avoir fait trop d'efforts avant, surtout ne pas s'être mis dans le rouge parce qu'il y a quand même une longue montée à faire. Hein. Ça fait qu'1 kilomètre, mais ce kilomètre-là ne passe pas vite. Hein. Ouais, on met longtemps pour faire ce kilomètre. Ouais. Mais là, bon, toujours la même chose. Hein. Musseux étant seul en tête, il peut gérer son effort comme il l'entend, que les autres coureurs à l'arrière sont obligés, eux, de ralentir un petit peu plus avant la montée pour emmagasiner un peu plus de force dans la perspective d'une attaque en montant ce mur de Gramont. Et ici, eh bien, Musseux, même s'il donne vraiment l'impression de s'employer à fond, et il s'emploie à fond là, eh bien, il a une certaine liberté de nos mouvements, liberté de gestion de son effort que n'ont pas les poursuivants. Regardez la ferveur du public. Johan Museeuw qui est un garçon. Il a quand même changé de plateau parce qu'il était sur le grand plateau jusque-là. Il a quand même changé là. Ouais. Alors là, il y a un petit bout d'asphalte, hein, mais après, vous allez voir, il y a des pavés qui sont encore plus mauvais. Voilà. Plus impressionnant encore. Hein. Oui. Rappelons qu'une partie de ce mur est à 20%. Dénivellation moyenne 9,5, c'est énorme. Tout en haut, il y a le mur de la chapelle, on le voit. Et la chapelle Notre-Dame. Au sommet de ce mur, regardez cette image, elle est magnifique. Nous sommes au cœur de l'histoire du cyclisme. L'histoire tout court, même. Ah ouais. Regardez, voilà un plan, une image traditionnelle. Celui qui passe en tête à ce moment-là. Regardez, à l'arracher en force, en puissance, Johan Museeuw. Très, très, très impressionnant. Oh, l'arracher vraiment. Hein, ouais. C'est un immense champion. Sans beaucoup de détermination, mais aussi beaucoup de présence physique, beaucoup de puissance physique hein, dans son coup de pédale. Oh là là, voilà la partie que les coureurs estiment la plus difficile après ce virage à gauche. C'est difficile parce que les pavés sautent beaucoup. Vous voyez que les coureurs préféreraient rester en danseuse, mais ils ne le peuvent pas parce que la roue arrière saute trop. Ils sont obligés de se remettre sur la selle pour donner un peu plus de stabilité à la roue motrice. Regardez cette foule énorme. Pour être bien placé, on s'installe à 7h, 7h30, 8h du matin. Et l'on ne bouge plus. Et l'on rêve de voir passer en tête un coureur flandrien et qui plus est, Johan Museeuw. Voici la chapelle dont je vous parlais. Et regardez derrière, c'est André Schmil qui assure la poursuite. Avec dans sa roue, Celestino. Emmanuel Magnin est là. Zanini aussi est là. Allez, l'effort de Schmil. André Schmil. Bartoli qui préfère rester pour l'instant assis sur la selle. En meilleure motricité. Il s'est mis en danseuse là. Magnin dans sa roue.
Ah, Magnin fait une très belle course. Hein. Oh, c'est dur Capel. pour Sorensen, c'est dur pour Capel, Willems. Boscardin. Fred Moncassin, Christophe Mangin que l'on a vu. Bortolami est passé. Guédon. On a vu Stuart O'Grady aussi. Son effort, mais ouais. oula, c'est Bartoli de Bartoli. Michele Bartoli, l'Italien. Magnin était juste dans sa roue, juste derrière. Une très grosse bagarre dans cette montée du mur de Grammont. On pouvait penser que l'attaque de Musseux allait annihiler toutes les tentatives d'échapper, bien pas du tout. Alors que malheureusement pour ces coureurs-là, c'est très fortement compromis. Ah, Cédric Vasseur qui vient de passer. Alberto Eli. Je semble avoir aperçu aussi Moncassin. Voilà, maintenant nous sommes au sommet. On va même passer un peu le sommet. C'est une grande route là, pendant 2 km à peu près en légère descente. Et ensuite il y aura le Bosberg. Voici Michele Bartoli, André Schmil, Emmanuel Magnin. Et il y a Ekimov encore là. Vincenzo Ekimov, effectivement. Fantastique Ekimov. Hein. Et Celestino de la Polti. Et l'on retrouve l'homme de tête, Johan Museeuw. Il lui reste à escalader le Bosberg. Et au sommet du Bosberg, il lui restera très exactement 12 km. Ce Tour des Flandres n'est pas fini. 15 km de l'arrivée. Voici le panneau 15 km. Un homme seul en tête, Johan Museeuw. L'écart que nous allons avoir sous la banderole 15 km va être extrêmement riche en enseignements. On a vu derrière, après avoir suivi l'ascension du mur de Grammont de Johan Museeuw, on a vu derrière les coups de boutoir de Schmil, coups de boutoir de Michele Bartoli. Voilà Bartoli, le voici. Il parle avec Schmil, Bartoli. Ils ont intérêt à s'entendre. Ils ont intérêt à s'entendre, ils ont intérêt à collaborer, hein. Ce n'est pas du mauvais esprit. Hein. Ils deviennent des alliés objectifs. Exactement, ils ont intérêt, s'ils veulent préserver leur chance, ils ont intérêt à collaborer. Ce n'est pas une question de combination. Ah oui, non, c'est ça, il faut surtout, bien sûr. Le plus grand danger pour eux est bien sûr Musseux. Emmanuel Magnin, toujours là aux avant-postes. Cet Emmanuel Magnin réussira sous peu à nous en gagner une belle, une grande. Deuxième de Milan-San Remo. Il y a à peu près 50 secondes là, Jean. Ouais, 50 secondes, 54. 54, 15 km, Bernard. C'est possible. Hein. Maintenant, tout dépend de la façon dont les hommes vont s'entendre à l'arrière. Ce sera très difficile de bien s'entendre, de créer une bonne harmonie, une bonne poursuite, parce qu'il y a encore beaucoup de coureurs de l'équipe Mapei qui vont venir troubler, vont venir se mettre là, vous voyez, comme ici, et empêcher les coureurs de bien fonctionner, de bien s'entendre. Chaque fois qu'il y a un coureur en tête, en 3 ou 4e position, il y a toujours un équipier de Musseux. Qui complique bien entendu la tâche des poursuiteurs, d'autant que tous ces poursuiteurs là, sont déjà émoussés par les efforts qu'ils viennent de fournir. Lorsque c'est en début de course, on peut passer tout de suite, en l'occurrence ici les coureurs de Mapei. Hein. C'est beaucoup plus facile parce qu'on est beaucoup plus fort physiquement et même mentalement. En fin de course, quelquefois, on attend un petit moment, on a une petite seconde d'hésitation parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal. Voilà Patrick Lefebvre en train de prodiguer d'ultimes encouragements à Johan Museeuw. Sur le plan de la course, de la connaissance des lieux, il n'y a rien à lui dire. Museeuw pourrait presque faire le parcours les yeux fermés. Ouais, ils viennent, je pense, pour 2 choses. La première, c'est pour le renseigner sur les écarts par rapport aux suivants. Et puis, ça donne un petit soutien de venir couper un petit peu le vent sur la droite. Là aussi, ce n'est pas un péché, c'est une autorisation du directeur de course. 54, 3 secondes de moins. Ou oui, il y avait 57. Non, 54 tout à l'heure. 57, c'était le pointage avant. Hein. D'accord. Le pointage est le même dans 2 km après. Hein. Le Bosberg. Dernier mont, Monsieur Eddy. Monsieur Eddy Merckx, bien sûr.
qui va baisser la vitre de sa voiture. Dire bonjour. Plus grand champion de l'histoire du cyclisme, avec le nouveau directeur du Tour des Flandres que vous avez vu. Jeune, talentueux, le Tour des Flandres qui a subi un relookage très intéressant. Très bonne, très belle organisation. Le départ à Bruges était absolument splendide. Véritablement grande course et qui s'est beaucoup professionnalisé au niveau de l'environnement de l'organisation. Le Bosberg très difficile. Non pas parce qu'il est très pentu, hein, la pente n'est pas très importante, mais parce qu'il survient après 265 km de course. Et puis parce qu'il n'y a pas de caniveau de chaque côté. Hein. Les coureurs sont obligés de l'emprunter par le milieu. Enfin, autant que possible par le milieu, parce que sur une route en pavé, c'est sur le milieu que ça secoue le moins la plupart du temps. Mais un vieux renard comme Musseux, lui, le connaît par cœur. Il sait exactement où il doit poser ses roues pour obtenir le meilleur rendement. Oh là là. Les banderoles. Il fait une course contre la montre, là, Johan Musseux, avec un braquet énorme. Il faut être hyper entraîné pour pouvoir pousser un braquet comme cela, dans une pente comme celle-là, en étant assis sur la selle. Mais bon, Frédéric Moncassin nous l'a dit tout à l'heure, hein, les coureurs maintenant font de la musculation, qui leur permet ils font surtout pendant l'hiver. Hein. Musculation sous contrôle. Il ne faut jamais faire musculation comme ça par soi-même, hein, toujours sous contrôle. Et voilà Bartoli, toujours aussi, il est à l'aise en ce moment. Bartoli. Hein. Tout à l'heure, il paraissait un peu moins bien. Peut-il contribuer à renverser la situation dans sa roue? André Schmil. Juste derrière, il y a Franco Ballerini qui marque. On voit Emmanuel Magnin. Bartoli est très fort. Oui, il est très fort. Mais bon, le problème, vous voyez très bien ici, hein, c'est que Bartoli est obligé de faire un effort pour décramponner ses adversaires. Donc il ne gère pas son effort comme il le veut. Regardez qui arrive à hauteur de Bartoli. Manu, là, il leur en met une. Du grand Emmanuel Magnin. Ouais, vraiment. Ouais. La France. Ça a cassé là, attention, ça a cassé en montant le Bosberg là. Ouais. Vogels vient d'être distancé. Tout comme Sorensen, le vainqueur de l'an dernier. Sorensen qui a fait beaucoup d'efforts. Il y avait Laurent Jalabert, on peut dire que Emmanuel Magnin arrive au niveau de Moncassin et devient un des candidats. Oh là là, 1-0-2. Il va aller au bout. Je crois qu'il va aller au bout, Bernard. Ah oui, ça me paraît très difficile maintenant. Enfin, on espère pour lui qu'il s'est bien alimenté, qu'il a assez de ressources, assez de réserves pour aller jusqu'au bout.